Alors je vois qu'on vous a appâté avec un titre qui s'appelle « Pourquoi être écologiste ?» Bon, ça ne va pas être très exactement ça. Enfin, ça va être une partie de la réponse. Donc je me présente rapidement, Cyril Frey. J'organise avec Marie depuis 3 ans l'atelier écologie pour les altercatos. Je travaille en association de protection de la nature. Et initialement, c'était pas moi qui devais faire cette intervention. C'était un ami qui est universitaire et qui tient beaucoup à ce que dans la protection de la biodiversité, dans l'écologie de manière générale, on n'oublie pas une dimension toute simple qui est que d'abord, si on protège la nature, c'est parce que c'est beau. Il nous a déjà expliqué, il nous a témoigné dans une asso dont on fait partie ensemble, comment il a défendu certains vieux arbres sur le campus de Grenoble par exemple, juste en disant que c'était beau cet arbre, la vie qu'il abritait, et qu'il avait besoin, qu'il pensait qu'ils étaient nombreux à avoir besoin de ce que cet arbre leur apportait, rien que du fait qu'il était beau, que le pic vert qui nichait dedans était beau, etc. Donc, histoire d'être un peu moins austère, un peu moins intellectuel peut-être que les autres conférences, on a voulu creuser un peu cette dimension, donc il devait venir faire cette conférence et puis il n'étant pas disponible, on en a parlé un petit peu ensemble et je vais essayer de vous faire passer ces notions. Alors, d'habitude, l'écologie, notamment la protection de la biodiversité, mais enfin tous les domaines, voilà, ça reste quand même si on parle d'arbres et de pics verts, ça reste une discipline scientifique où on manie beaucoup de chiffres, on manie des gros tableaux de données, on fait des jolis tableaux croisés dynamiques, on utilise des listes rouges, alors l'espèce elle est dans la catégorie machin, si sa population représente moins 20% de temps, de ci, de ça, de 5, de... Et elle met 30% de la population biogéographique de la zone donnée, machin, et voilà. Et quand on va parler à des élus, quand on va évaluer l'impact d'un projet, on va sortir plein d'arguments de ce genre-là. C'est très technique, très scientifique, c'est très chiffré, c'est irréfutable. Et puis le problème, c'est qu'au bout d'un moment, l'écologie comme ça, c'est chiant. C'est chiant. Et il n'y a pas que ça. C'est un peu comme notre foi chrétienne. Si on la vit comme un petit bobo pharisien du 16e arrondissement de Jérusalem, qui suit bien ses petits préceptes, il observe bien le Shabbat, il trie bien ses petits déchets, donne bien sa petite dîme au temps, et puis il éteint sa lumière, il observe le Shabbat, il observe, et comme ça ne bouge pas beaucoup, tout le monde s'endort. Voilà. Et on a tout raté, et on passe à côté du fait qu'on parle de biodiversité ou de foi. L'important, c'est quand même la vie. Et que la vie, ça bouge. Donc, on va essayer de regarder tout ça. On va essayer de comprendre pourquoi la biodiversité, l'écologie, c'est beau quand ça bouge. Et là, voilà, par exemple, vous avez quelque chose qu'habituellement, on nous apprend à trouver beau. Voilà, c'est un jardin à la française, je ne sais pas si c'est Villandry ou un autre. Voilà. C'est bien taillé au carré. C'est très beau, c'est des êtres vivants, enfin, à peu près. Par contre, là-dedans, je ne suis pas sûr qu'il y ait un seul couple de merles qui arrive à se reproduire. Donc c'est peut-être joli, mais c'est complètement mort. Là, il n'y a rien qui peut vivre là-dedans. Pas un insecte, pas une abeille, rien. Et quand on fait de l'écologie, quand on s'intéresse à la biodiversité, ce genre de choses, on n'aime pas. Je vais vous montrer d'autres choses qu'on préfère. Vous avez peut-être lu certaines choses sur les origines de l'écologie en tant que courant de pensée. On vous explique que ça naît de théories au 19e siècle et de penseurs machin, des trucs, je sais pas moi, c'est tous ces penseurs-là dont je suis censé être dépositeur de la pensée, je les connais pas, je ne serais même pas capable de vous les citer, je les ai pas lus. Enfin, ceux qui étaient à la conférence il y a 18 mois où il y avait Bruno Charles qui est un élu du Grand Lyon, il a très bien expliqué ça, il a cité des tas de gens dont j'ai pas lu une ligne pour dire que c'était ça l'origine de l'écologie. Et mes collègues c'est pareil, ils n'ont pas lu ces gens-là. Par contre, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés dans la nature et qu'ils ont trouvé ça beau. Alors ils ont commencé par voir des choses comme ça. Là, c'est plus, on va dire, consensuel de trouver ces bestioles jolies. Hein. Vous avez un martin pêcheur à gauche, un pan du jour au centre. En bas, alors on ne voit pas très bien qu'au-dessus du lièvre, il y a un jeune busard cendré, vous le voyez, non? Oui. Alors il n'est pas en train de courser le lièvre, hein, il est en train de courser un campagnol qui pourrait traîner dans la haie. Et en bas à droite, c'est une orchidée, c'est l'orchis à fleurs lâches.
tout ça, c'est des espèces qu'on peut très bien voir dans le Rhône. Et en haut à droite, la gorge bleue à miroir, on peut aussi la voir dans le Rhône, mais c'est un petit peu plus compliqué. J'ai pris exprès des choses qu'on peut très bien voir autour de nous. Donc voilà, on commence à voir ça, on commence à essayer de découvrir tout ça, de comprendre, de mettre des noms dessus, un peu comme l'homme au chapitre 2 de la Genèse. On met des noms, alors d'abord c'est facile, et puis ça devient de plus en plus compliqué. On défriche, on se trouve face à un foisonnement, une fois qu'on a identifié le martin pêcheur et le pan du jour, mais tout le reste, et tous ces chants d'oiseaux, tous ces oiseaux que je vois voltiger, ces plantes. On est un peu désarmé au début, et puis on apprend, on prend son guide, on suit des animations nature, on prend une revue miraculeuse qui s'appelle La Hulotte, et qui apprend justement à repérer quelques espèces qui sont relativement simples à identifier, et qui ont quelque chose d'un petit peu original, d'un petit peu en plus. Alors, on commence avec donc, les plus faciles à reconnaître, et puis ça devient un petit peu plus compliqué. Donc en haut à gauche, vous avez un pinson des arbres, que vous voyez toute l'année, et en haut à droite, un pinson du nord, que lui, vous ne voyez qu'en hiver, à la mangeoire. Au milieu à gauche, le moineau domestique qu'il y a partout. À droite, le moineau friquet. Je vous laisse regarder les critères de détermination. Voilà, ça commence à devenir un petit peu plus nécessitant un petit peu plus d'attention, d'affûter un petit peu plus le regard. En bas à gauche, un lézard vert, parce qu'on ne remarque pas toujours le lézard vert, on voit souvent juste sa queue qui file, tout ça. On ne fait pas toujours attention au fait qu'il a une magnifique gorge bleue qui brille au soleil, surtout chez le mâle, qui fait bien repérer. Et en bas à droite, cette espèce de petite pomme de pin bizarre, c'est le strobile, c'est-à-dire le fruit de l'aune. Voilà, c'est un feuillu qui a des fruits qui ressemblent à des pommes de pin et qui fonctionnent pareil. Il y a des petites graines cachées dans les écailles et qui vont se détacher sous l'effet du vent. Donc voilà, quand on essaye d'éduquer son regard, on va comme ça l'affûter en recherchant ces espèces un peu originales, et on va commencer à comprendre un petit peu mieux ce qui se noue dans la nature et à se rendre ce monde familier. Et c'est là que l'émerveillement va commencer. Il y a besoin de cette dimension de familiarité pour vraiment commencer à entrer dans l'émerveillement. C'est-à-dire qu'on découvre en fait un autre monde au-delà de celui qui était accessible au premier regard. C'est un peu comme quand vous regardez un ciel nocturne, quand il y a beaucoup d'étoiles, c'est beau, et puis si vous connaissez absolument aucune constellation, vous n'allez pas pouvoir aller plus loin. Et dès que vous allez commencer à savoir en reconnaître quelques-unes, et bien là, ça va être un petit peu différent, parce que vous allez chercher à retrouver celle que vous connaissez. Vous savez qu'il y a dans celle-ci une galaxie, une nébuleuse, tout ça. Vous allez remarquer qu'en fonction des saisons, on ne voit pas les mêmes. Et vous allez commencer à aller au-delà du premier regard et à sentir un peu ce qui se joue au-delà du premier coup d'œil derrière ce spectacle. Et on commence donc, quand on continue à fouiller dans la nature, des choses qui vont émerveiller, non pas d'un point de vue esthétique, mais du point de vue de ce qu'elles sont capables de faire, du point de vue de leur fonctionnement. Donc là, on en a une petite collection. Donc en haut à gauche, vous avez un alyte ou crapaud accoucheur. Donc pourquoi ce nom? Alors là, c'est un mâle. Il a les œufs, donc c'est un mâle, c'est logique. Parce qu'en fait, le crapaud accoucheur, au moment de l'accouplement, le mâle va récupérer la pompe de la femelle et il va la garder comme ça sur ses pattes arrière jusqu'à ce qu'elle soit prête à éclore. Et une fois qu'elle sera prête à éclore, il va aller se mettre les fesses dans l'eau, pour dire les choses crûment, et il va larguer les têtards. Et à quoi ça sert? C'est pas juste une bizarrerie comme ça pour décorer, ça a une fonction très particulière. Des œufs, là, il n'y en a pas énormément, il y en a quelques dizaines. Pour une ponte de crapaud, c'est très peu. Certains crapauds, une ponte, c'est 1000 ou 2000 œufs. Hop, ils sont largués dans la nature, et puis il y a 1000 ou 2000 têtards longs comme ça, et puis adieu vat, 99% se feront bouffer. Là, la ponte va se développer tranquillement sur les pattes du mâle, et quand les têtards vont éclore, ils seront beaucoup plus gros, beaucoup plus résistants, beaucoup plus aptes à survivre que les têtards d'autres espèces qui vont se trouver dans la même mare. Donc, il y a une stratégie d'adaptation
qui est quand même assez remarquable. À droite de la lite, un truc encore plus bizarre, ça se voit pas forcément très bien, mais c'est une petite araignée, ce machin. Donc c'est une araignée qui s'appelle l'Iptiote étrange, même pris dans son nom, ça a la bizarrerie. C'est une araignée qui fait quelques millimètres, qu'on trouve dans les forêts de pins. En fait, elle est déguisée en petit bourgeon de pin. Si je vous ai mis une photo avec l'Iptiote au bout de son bourgeon, on n'aurait rien vu. Et pourquoi elle se déguise? Parce qu'en fait, il y a un petit fil de soie derrière elle, à gauche. Et devant elle, donc pas visible sur la photo, sa toile qui est en fait un filet triangulaire. Et là, dans la posture où elle tire sur son filet comme ça, tout en se cramponnant par l'arrière à son rameau de pin. Et quand un insecte va arriver, hop, elle lâche son fil, donc elle laisse se dérouler le filet, la proie va s'entortiller dedans et ensuite elle va pouvoir aller la finir et la bouffer. Donc c'est quand même assez original comme stratégie. Vous pouvez même trouver des vidéos où on a un bon plan de l'attaque de l'Iptiote, c'est assez curieux à voir. Mais alors par contre, pour la trouver dans la forêt de pins, c'est pas facile. Je suis comme ça. En haut à droite, vous avez l'Ophrys abeille, l'orchidée abeille, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Vous voyez que sa forme ressemble à un gros insecte. En fait, elle va de cette manière-là attirer les insectes pollinisateurs qui vont croire qu'il y a de quoi s'accoupler, qu'il y a un partenaire là. Et ils vont se frotter autour et évidemment se charger de pollen. Puis, même opération sur une autre fleur, aller transférer le pollen. C'est un cas classique de pollinisation par les insectes, mais là quand même l'adaptation est poussée assez loin avec ce faux insecte produit par la fleur. En bas à gauche, on le distingue à peine, c'est un engoulevent, c'est un oiseau. Imaginez s'il était déployé, ça ressemblerait à une très grosse hirondelle costumée écorce. Donc là, voilà, il niche dans les coupes forestières, au sol, et bah, comme vous voyez, on le voit pas. Il est complètement caché et il va sortir la nuit pour chasser les papillons de nuit. Donc l'engoulevent, on en a dans toutes les coupes forestières du Haut-Beaujolais. Il suffit d'y aller, il suffit d'être dans le Haut-Beaujolais à 11h du soir au mois de juin et il y a de l'engoulevent. Au centre, un eulychnème, c'est un peu un des oiseaux emblématiques du département du Rhône et de l'association pour laquelle je travaille. Parce que c'est un oiseau qui niche à terre, il niche dans les champs, mais aussi dans les chantiers. À l'origine, il nichait sur les plages de gravier, dans les chantiers, dans les carrières, il va sous cet emplâtre. Donc pour le protéger, il faut arriver à en gros sauvegarder son nid entre les roues des engins. Allez voir le propriétaire du chantier et dire bon là vous avez une espèce protégée qui niche en plein milieu de votre nouvelle ZAC. Donc vous allez vous mettre sur le côté en attendant qu'il ait fini de nicher. Et là quand il est comme ça c'est facile à voir, mais évidemment vous devinez que s'il a des stries comme ça, c'est que quand il est couché, c'est un peu comme l'engoulevent, vous voyez plus rien. Vous voyez un œil. À droite, vous voyez un poussin de coucou. Je ne sais pas si vous connaissez ce comportement du coucou, vous savez que c'est une espèce parasite, hein, la femelle pond dans le nid des autres oiseaux. Elle va prendre la précaution au moment de la ponte de virer un des œufs d'origine pour que quand l'oiseau parasité rentre, il a toujours le même nombre d'œufs. Comme elle pond des œufs qui sont absolument minuscules, elle y verra du feu. Par contre, quand le jeune coucou va naître, vous savez un coucou c'est assez gros, ça fait quasiment la taille d'une petite tourterelle. Et il va parasiter genre un rouge-gorge. S'il fallait que le rouge-gorge nourrisse un poussin comme ça, il n'y arriverait jamais en plus de s'anicher. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Le jeune coucou, il va virer tous les œufs. Et il va rester tout seul dans le nid. Donc là, vous voyez le jeune coucou en train de virer les œufs. Il est à peine éclos, il est complètement nu, et il est en train de s'arc-bouter pour virer les œufs. En fait, le dispositif, le mécanisme, c'est là que c'est quand même assez sophistiqué, il a une peau tellement sensible qu'il ne supporte rien, il ne supporte aucun contact. Donc tant qu'il y a des choses dans le nid, il a le réflexe de le foutre dehors, même si c'est des poussins déjà nés. C'est un petit peu plus compliqué pour lui, et donc du coup, il va rester tout seul, avec les parents qui vont s'occuper de nourrir ce seul braillard qui est là, bec grand ouvert, avec la gorge bien tapissée de rouge. Et il va sauver ses plumes comme ça, normalement. En bas au milieu, vous voyez des cailloux, et logiquement, vous voyez aussi 2 œufs et un poussin. Là, c'est une sterne, donc on va dire que c'est une cousine des mouettes, qui niche sur les bancs de gravier.
Et je ne vous fais pas de dessin, voilà, la ponte et les poussins sont camouflés contre les prédateurs comme ça. Alors que normalement, ils sont sur une plage de gravier, donc visibles de très loin, mais là, vous pouvez. C'est d'ailleurs un risque dans les zones où il y en a, quand on aborde sur une plage de gravier, de marcher sur un nid de sterne. Donc, d'où nécessité d'opérations de protection d'ailleurs. Et enfin, en bas à droite, un dernier exemple de bizarrerie, de choses assez extraordinaires que la nature est capable de faire, ce sont des mycorhizes. Alors qu'est-ce que c'est que des mycorhizes? Le mot lui-même est hybride, il signifie racines et champignons. En fait, la plupart des champignons et la plupart des arbres vont développer une association, c'est-à-dire que le champignon va entourer de ses filaments. Vous savez que le champignon, c'est juste, il y a une partie visible, et l'essentiel est dans le sol. Il y a tout un réseau filamenteux dans le sol, et le champignon que nous on ramasse, c'est que le fruit en quelque sorte. Donc ces filaments vont s'entortiller autour des racines, et l'arbre et le champignon vont échanger des substances. Le champignon n'a pas de chlorophylle, il n'a pas de verre, il est incapable de produire des sucres, c'est l'arbre qui va les lui filer. Par contre, lui, grâce à son réseau de filaments, il va aller prélever des sels minéraux pour l'arbre. Et d'une part, la plupart des champignons forestiers ne pourraient pas produire leurs fruits, entre guillemets, sans cette association, mais beaucoup d'arbres forestiers, sans les mycorhizes, auraient aussi beaucoup de mal à se développer. Et maintenant, la sylviculture commence à intégrer cette dimension et à faire en sorte que ces mycorhizes puissent se développer. Donc c'est qu'un exemple de la complexité de tout ce qui peut se nouer rien que dans le sol. Et vous avez de ça partout, des associations comme ça, des comportements bizarres partout dans la nature. Et quand on commence à découvrir ça, on se dit quand même, c'est une sacrée belle mécanique, quoi. Et là, on commence à avoir un regard qui dépasse largement celui d'un tableau de chiffres. Et en même temps, quand on a compris ça, alors voilà, là je reviens sur décrypter le fouillis tout à l'heure. Je vous parlais du fouillis apparent quand on ne connaît pas. Voilà, en haut à droite, un rassemblement d'oiseaux d'eau en hiver. Vous pouvez voir ça à Miribel-Jonage par exemple. Et quand on examine tout ce rassemblement d'oiseaux, on va s'apercevoir qu'il y a tout un tas d'espèces, qu'il n'y en a pas 2, 3 ou 4. Donc là, j'en ai mis 6 en bas, mais souvent, quand on explore un grand rassemblement d'oiseaux comme ça, on va s'apercevoir qu'on a 10, 12, 15 espèces. Alors, certaines sont représentées par quelques individus, d'autres vont faire l'immense majorité. Là, en haut à droite, vous avez un rassemblement principalement de fuligules milouins et morillons, et s'il y a d'autres espèces, elles seront beaucoup moins nombreuses. Mais on va comme ça à la pêche, on examine, on fouille. On trouve quelquefois même une espèce très rare. Et donc, quand je disais quand on commence à découvrir ces mécanismes, on a l'aperçu d'une espèce de machine fantastique, mais il y a encore autre chose derrière. Je pourrais parler de différents niveaux à la limite, mais ça serait même encore un peu réducteur. La vie, c'est beaucoup plus qu'une belle machine, parce que ça se transforme constamment. Alors ici, vous avez 2 exemples de milieux très complexes où on pourrait trouver tout un tas des bestioles étranges que je vous ai montré tout à l'heure. Comparez ça au jardin à la française qu'on a vu au début. Voilà, un naturaliste, il voit ça, il trouve ça magnifique. C'est pas forcément le regard qu'on a au premier abord, c'est complètement chaotique, c'est complètement désordonné en apparence. Et pourtant, tout ça, c'est le fruit des règles de toutes les organisations, de tous les comportements tels que ceux que je vous ai présentés précédemment. Par exemple, si on prend en haut la réserve du Val d'Allier, donc on est ici près de Moulins, entre Varennes-sur-Allier et Moulins pour situer, l'Allier est libre de méandrer comme il en a envie, et donc en fonction des crues, il va dégager des nouvelles plages de galets ou les abandonner ensuite quand il reflue. Et ces plages de galets, ça va former des milieux neufs, sans végétation, qui vont être colonisés petit à petit, mais pas n'importe comment. Il y a des espèces végétales et animales qui sont spécialisées dans la colonisation de ces milieux, le crapaud accoucheur en fait partie,
certaines plantes aussi qui produisent énormément de graines, qui ont une très très grande puissance végétative. On voit que les premières à coloniser, et ça va donner la première partie au premier plan à droite, là où on voit un petit peu le vert qui commence à pousser. Et quand ces premières espèces donc aptes à coloniser des milieux quasiment vides vont être là, et leur présence va déjà commencer à modifier les conditions et attirer, par exemple, des plantes qui ont besoin d'un petit peu plus d'ombre, ou des animaux capables de se nourrir de têtards du crapaud halitte, ou des oiseaux qui, contrairement à l'eupicnème et à la sterne qui sont sur le banc de gravier, nichent dans une touffe de végétation. La végétation fixant le banc de gravier, à moins qu'évidemment une grosse crue remette tout à zéro, on va avoir des arbustes qui vont se développer. Et à l'ombre des arbustes, on va pouvoir commencer à voir arriver les graines de certains arbres. Et progressivement, on va donc passer du banc de gravier qu'on a au centre, au stade intermédiaire qu'on a au premier plan à droite, et on va finir avec des stades forestiers comme on en voit au fond, avec des peupliers, des saules, etc. Et au bout d'un moment, si le milieu continue à s'atterrir, dans 200 ou 300 ans, on aura une chaînée. Et tout ce mécanisme se fait totalement spontanément, et en même temps, il n'est pas désordonné, il n'est pas chaotique. Il est foisonnant, mais pas chaotique. En bas, vous voyez le marais du Viguera. Donc là, on a des évolutions du même ordre qui se jouent, mais avec de l'eau stagnante. Donc là, vous allez avoir des roselières, des canaux, des zones plus ou moins souvent exondées, donc pas la même végétation en fonction de la profondeur de l'eau, du fait que c'est à sec à certaines périodes de l'année, et ainsi de suite. Et évidemment, à chaque fois que vous avez un type de milieu différent, des espèces différentes selon que vous êtes en eau libre, selon que vous êtes au cœur d'un massif de roseaux quasiment complètement à sec, au contraire de jeunes roseaux qui sont dans sa d'eau, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et vous pouvez avoir, même pour les oiseaux, le marais du Viguera, plus 120 espèces. Donc tout ça, ça commence à vous montrer aussi donc, que cette machine, elle est vivante, elle bouge, elle évolue, elle se transforme en permanence. Et là, on aborde une première notion qui est que les écosystèmes, ils ne fonctionnent pas du tout comme nos systèmes à nous. Il y a une invention permanente de nouveautés, ce qu'à l'échelle géologique on appelle l'évolution, mais aussi un caractère foisonnant, ça part dans tous les sens, et il y a des tas de tentatives différentes d'utiliser les possibilités du milieu qui n'ont pas grand-chose à voir avec les systèmes que nous, on peut organiser. Ce foisonnement, voilà, il est gratuit, il n'est pas calculé, il ne fait pas d'économie, il n'est pas optimisé, il n'est pas standardisé. Quand on examine les capacités d'adaptation des espèces, on dit bah oui, c'est logique, elle fait ça pour répondre à telle contrainte, pour répondre à ceci, pour cela. Mais là, on applique une grille de lecture qui est tout à fait humaine. En réalité, c'est pas la bonne. Si nous, on créait ça, on n'aurait pas le même résultat. Par exemple, pour vous donner une idée du foisonnement, sur un seul arbre en forêt équatoriale, on peut avoir 9000 espèces d'insectes sur un arbre. Et c'est pas un modèle théorique, hein, c'est quelque chose qu'on peut trouver dans la réalité. Ça veut dire que chacun exploite un type de milieu, un micro-milieu absolument minuscule. Nous on dirait que c'est pas performant, c'est pas efficace, quoi. Une bestiole qui est liée à un petit type de milieu qui est le creux de l'arbre avec un certain degré d'humidité quand l'eau ruisselle dans le creux de la racine là. Pourquoi s'emmerder à inventer des trucs pareils? Quelques dizaines d'espèces un peu généralistes suffiraient. Il y a des espèces tellement simples d'ailleurs et tellement adaptables qu'elles survivent depuis des milliards d'années. Mais il s'en est inventé des centaines et des centaines de milliers depuis. Parce que ça ne fonctionne pas comme nous. Il y a une anecdote à ce sujet. Lors d'une conférence de Fabrice Adjadj, il nous avait parlé de la sterne arctique. Est-ce que vous connaissez la sterne arctique et ce qu'elle a comme... Donc vous connaissez sa principale caractéristique? Elle attaque quand on s'approche trop près du gris? Oui, mais c'est pas ça qui la différencie des autres sternes. La sterne arctique,
Comme celle dont je parlais tout à l'heure, représentez-vous-la comme une petite mouette très légère, elle doit faire 150-200 grammes. Donc elle se nourrit principalement en mer, elle vit en fait schématiquement autour du pôle Nord pendant sa saison de reproduction, et ensuite en hiver elle file au pôle Sud, parce qu'elle exploite à chaque fois des bancs de petits poissons différents. Bon, voilà, on peut dire c'est une stratégie adaptative. Si elle restait toujours dans le même hémisphère, elle ferait face à des concurrents, tout ça. Donc c'est logique que finalement, de proche en proche, elle soit allée chercher sa pitance jusqu'au pôle Sud. Ça fait quand même une espèce qui s'emmerde, si je puis dire, à se faire 40 000 km par an, alors qu'elle pèse 200 grammes. Cette espèce, elle pourrait ne pas exister. Elle pourrait ne pas exister. Et le merveilleux de la vie, c'est justement qu'elle existe, qu'elle a réussi en quelque sorte à être inventée et à survivre. Et là, on commence à rencontrer, dans une perspective chrétienne, le projet créateur de Dieu. Ce foisonnement de nouveautés qui invente des trucs pas possibles, c'est ce que certains théologiens appellent la création continuée. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'interventionnisme. Bien sûr que tout ça, scientifiquement, se fait tout seul en quelque sorte. Mais, l'acte créateur de Dieu, c'est que les règles du monde vivant, ça soit ça en quelque sorte. Ça pourrait très bien ne pas être, et on a ça. C'est quelque chose dont on trouve un aperçu dans les psaumes, par exemple. Vous connaissez le psaume de la création, le psaume 103, qui liste tout un tas d'êtres vivants. Même chose dans le livre de Job, au chapitre 40, où Dieu, pour illustrer sa grandeur, parle à Job du crocodile et de l'hippopotame. C'est-à-dire que la Bible nous rappelle qu'une des choses qui illustre la grandeur de Dieu, c'est l'existence d'êtres vivants dont on ne comprend pas le sens. Ils ne sont pas là pour nous, ils ne nous servent pas. Dieu dit à Job, l'hippopotame, tu ne vas pas l'atteler à ta charrue. On s'en doute. Pourquoi il y a des hippopotames si soi-disant le monde il est uniquement là pour nous servir? C'est pas si simple que ça. Donc dans ce projet créateur, il y a cette gratuité qui est là en quelque sorte juste à titre de signe, pour nous montrer de quoi est capable le foisonnement créateur de la vie, c'est-à-dire l'acte créateur de Dieu. Et là aussi, quand on commence à intégrer ça, dans sa démarche écologique, quand on va aller vouloir défendre des écosystèmes en danger auprès d'un élu ou autre, évidemment, on ne va pas pouvoir le lui dire comme ça. Mais si on ne prend pas en compte ces dimensions, au moment de négocier, on risque d'un petit peu trop lâcher, quoi. C'est cette dimension d'émerveillement qui va porter malgré tout. Si on ne s'émerveille pas, on ne va pas être un très très bon défenseur de la nature. Il y a un autre verset toujours dans Job que j'aime beaucoup pour illustrer cette gratuité de la création. Dieu dit à un moment donné à Job, il se définit comme, entre autres, celui qui fait pleuvoir sur la terre sans homme, celui qui fait reverdir le désert. C'est-à-dire celui qui prend soin des créatures, même quand il n'y a pas d'homme pour en avoir besoin. Même ce qui nous est complètement inutile, Dieu en prend soin. Donc ça doit être Job 38, je ne sais plus combien. La Bible est restée au fond du sac, mais vous le retrouverez facilement. C'est les derniers livres du livre de Job, où Dieu intervient pour dire aux 3 sages qui lui font la morale, fermez vos gueules. Et là, ça m'évoque cet épisode de l'histoire géologique. Donc il y a un peu moins de 600 millions d'années, on trouve la première explosion de vie complexe. C'est une époque qu'on appelait l'Ediacarien, parce que les fossiles ont été trouvés dans une chaîne de collines en Australie qui s'appelle Ediacara. Et donc on avait des êtres bizarres qui ressemblaient à des feuilles ou à des espèces de méduses. Là, c'est ce que vous voyez en haut à gauche. Et
Et c'est la première véritable explosion de diversité. Donc bien sûr, c'est uniquement des créatures marines. À cette époque, il n'y a pas de couche d'ozone notamment. Le milieu terrestre est assez hostile. On a de la vie qu'en mer. Et on a cette vie qui se déploie pendant quelques dizaines de millions d'années. Et ensuite, assez rapidement, si on peut dire, prend quand même 40 millions d'années, c'est la deuxième explosion de vie complexe, c'est le Cambrien. C'est les bestioles que vous voyez en bas à droite. C'est des êtres à la limite qui nous sont plus familiers par rapport à ceux des Ediacariens. C'est-à-dire qu'on va avoir des êtres dont certains sont les ancêtres des crustacés, des êtres vivants mobiles et à symétrie bilatérale, comme nous, avec un côté droit, un côté gauche. On va avoir des vers, on va avoir donc et les premiers proto-ancêtres des futurs vertébrés. D'ailleurs, certains apparemment existaient déjà à l'Ediacarien, et c'est eux qui auraient fait disparaître cette première génération d'êtres vivants. Mais si j'ai pris cette illustration, c'est parce qu'en fait, ce que nous montre l'Ediacarien, c'est qu'au départ, la vie complexe avait pris un chemin complètement différent. Et puis, finalement, hop, on tire un trait sur tout ça. Et ça part dans un autre sens. Bon, bah pourquoi? Ça aurait pu être beaucoup plus linéaire, c'est complètement inefficace. Ça, vous imaginez l'énergie perdue, le gaspillage de ressources? Non, mais franchement, quoi. Je ne sais pas quel est l'ingénieur qui a produit ça, mais bon, bah voilà. La vie, elle est capable de s'offrir ce luxe-là. C'est dire à quel point elle est éloignée de nos logiques à nous. J'ai simplement mis quelques jolies bestioles là encore qu'on peut voir dans le drone et qu'on peut avoir l'envie de protéger dans le drone. Donc en haut à gauche, la libellule écarlate, toute rouge et reconnaissable à son abdomen aplati. En haut à droite, ça s'appelle un ascalaphe, c'est un gros insecte des milieux secs qui ressemble moitié à un papillon, moitié à une libellule. En bas à gauche, un cirfe. Alors les cirfes, c'est aussi une assez jolie bizarrerie. C'est des mouches déguisées en guêpes. Celle-ci n'est pas forcément la plus caractéristique, mais c'est des mouches qui ont un abdomen jaune et noir. Il y en a même une qui fait la taille d'un frelon. Elle est de cette taille-là. On dirait vraiment un frelon, sauf que quand on la regarde de près, elle n'a que 2 ailes. Donc c'est un diptère, c'est-à-dire une mouche. Et pourquoi faire? Tout simplement pour tromper les prédateurs. Et accessoirement, les cirfes, ce sont des très grands auxiliaires de l'agriculture parce que c'est des insectes prédateurs, donc prédateurs de ravageurs divers et variés. Et en bas à droite, un criquet des roseaux, donc une espèce qu'on va trouver par exemple dans le Val de Saône. Donc voilà, quand on a pénétré ces différentes dimensions, l'émerveillement face à la beauté intrinsèque des créatures, face à leur diversité, face à toutes les étrangetés dont elles sont capables et aux relations qu'elles nouent entre elles, et ce foisonnement gratuit qui nous est donné, le regard en quelque sorte est éduqué à une forme de contemplation qui, à mon avis, donc là c'est pas du tout ni rationnel ni scientifique ce que je vous dis là, c'est plus à la limite du témoignage personnel et je sais que c'est partagé par beaucoup de mes collègues, c'est un regard de contemplation vraiment écologique, c'est une forme de conversion du regard. Et comme ce regard est ce qui va guider notre action, en fait la contemplation devient un acte révolutionnaire. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui n'avait pas échappé à Jacques Ellul, qui nous dit le plus haut point de rupture envers la société technicienne, l'attitude vraiment révolutionnaire, serait l'attitude de contemplation au lieu de l'agitation frénétique. La contemplation comble le vide de notre société de solitaires. L'art de la contemplation produit des objets mais les considère comme des signes et non comme des choses. Des signes qui sont le point de départ vers la découverte d'une autre réalité. Alors il ne pensait certainement pas aux écosystèmes, mais je trouve qu'on peut y appliquer exactement cette grille. Et ça va nous permettre, dans une optique de conversion écologique, de tourner complètement le dos à l'utilitarisme. Souvent, quand on veut
protéger la biodiversité, comme je vous disais au tout début, on va recourir à des critères utilitaires, parce que on est dans un monde où on a ces règles du jeu et c'est pas facile d'en trouver d'autres. Quand on est face à un décideur qui nous parle gros sous, qui nous parle texte de loi, c'est pas facile. Mais si on ne sort pas de l'utilitarisme, à un moment donné, face aux évolutions de la technique, à un moment on est désarmé. Quand on va nous dire, mais pourquoi protéger, mettons, les abeilles si on a inventé une technique pour produire notre nourriture sans pollinisateur, on va répondre quoi? On va rester sec. Et à la limite, d'évolution technique en évolution technique, vous connaissez les enjeux du transhumanisme, on peut se retrouver face à une société qui nous éduque à devenir des esclaves et à trouver un environnement de type Auschwitz absolument génial. Qu'est-ce qu'on aura à opposer face à ça, si à un moment donné, on n'a pas su mettre la beauté et toute la dimension spirituelle qu'il y a derrière dans la balance, on va se retrouver coincé. Alors vraisemblablement, la technique n'arrivera pas, elle n'aura pas les ressources, elle n'aura pas les moyens, elle n'aura pas certains minerais, assez d'énergie, que sais-je, pour nous faire arriver là, mais autant ne pas se lancer sur une pente pareille. En fait, c'est retrouver et redonner une place au véritable sens du monde. Pour nous, chrétiens, le sens du monde, c'est une création qui engendre à un moment donné une espèce, il y en aura peut-être d'ailleurs d'autres, capable de rencontrer Dieu. Et si, donc là on est dans le domaine de la foi, mais si on trouve instinctivement beau tant de choses dans la vie, que ce soit les arbres, que ce soit le chant des oiseaux, le fait que la couleur verte nous apaise, tout ce que vous voulez, c'est parce qu'il y a là une trace de l'action de Dieu. Non pas Dieu en lui-même, parce qu'on n'est pas des panthéistes, mais un signe que nous laisse notre Créateur, qui nous dit qu'en fin de compte, ce monde qui nous entoure fonctionne un peu comme lui. Les écosystèmes, c'est une affaire de relations et de créativité en surabondance, tout connecté en permanence les uns avec les autres. C'est le mode de fonctionnement, si j'ose dire, de la personne divine trinitaire. Donc, là, je ne suis pas théologien, je m'aventure un petit peu, je dis juste, voilà, que moi personnellement, en tant que croyant, je prends ça comme un signe. C'est quelque chose qui me parle, et puis, si c'est vrai, tant mieux. Si c'est pas vrai, je ne sais pas quand je le saurai. Mais ça rejoint le fait que dans la Bible, quand on s'émerveille, quand le mot est employé, c'est en priorité devant Dieu, et ensuite devant ses œuvres, et en particulier devant la création, y compris les choses qui nous dépassent complètement. Donc si on récapitule, quand on s'émerveille et qu'on sort de la logique comptable inhérente au fameux paradigme technocratique dont le pape François nous parle dans Laudato Si, on va commencer à pouvoir accueillir et à comprendre le monde vivant qui nous entoure. On va y découvrir une trace de Dieu et de son action dans le monde, et du sens de notre monde et du projet créateur. Et donc ce regard va nous permettre de renouer le lien avec le projet divin, autrement dit, vis-à-vis de la création, se convertir. Donc voilà pourquoi je pense que cette conversion du regard, cette conversion écologique du regard, passe par cette ouverture à l'émerveillement. Sinon, une écologie sans émerveillement, à un moment donné, se retrouvera dans l'impasse face aux logiques techniques et financières. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que l'écologie, qui depuis des décennies essaye de jouer les règles du monde technique et financier, a tant de mal à se faire une place. Et peut-être qu'il va vraiment falloir qu'on trouve la solution pour faire rentrer cette dimension dans notre action écologique. Sans ça, on risque d'être un petit peu en panne. Voilà. Est-ce que ça vous inspire des questions, des remarques et des... Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de permaculture un petit peu ? Sur le principe, oui. Sur la technique, plus difficilement.
La permaculture, oui, c'est une approche qui est extrêmement intéressante puisqu'elle consiste à utiliser les fonctionnalités des écosystèmes, à s'appuyer dessus, à les faire turbiner à fond en quelque sorte, plutôt que de vouloir les ratiboiser et les remplacer par un fonctionnement purement artificiel et technique. Après, je ne connais pas plus les modalités pratiques que ça. Je n'ai pas encore eu le temps de m'y plonger. Visiblement, c'est une technique qui a l'air quand même de très bien marcher, qui s'améliore constamment parce que c'est récent. J'ai des collègues qui se sont lancés à tout un tas d'échelles, qui font des très très bons retours. Même certains qui lancent qui veulent créer une ferme, une exploitation avec un mode de fonctionnement semi-collectif en permaculture. Donc voilà, ça porte énormément d'espoir et dans un schéma de respect de la vie, donc plus efficace et plus durable et plus respectueux que tout ce qu'on a pu faire avant. Il y a de l'élevage dedans aussi ou pas forcément? Je crois pas qu'on emploie le terme pour des productions animales. Je ne sais pas ce que ça pourrait donner. Il faudra décliner le principe. Là, j'en connais pas assez. Je connais vraiment que le principe général. Est-ce que tu pourrais me dire quelque chose sur le traitement médiatique de l'écologie, justement, dans cette capacité à bloquer un émerveillement qui est perçu comme immédiat, justement, puisque, après tout, quand tu parles de ton expérience, tu parles de l'expérience de terrain que tu as en allant directement à la campagne, alors que l'utilisation des médias, et en particulier des mass médias, va favoriser un biais, finalement, et présenter l'écologie comme quelque chose de ou rébarbatif, ou vieux jeu, qui a du mal à être actualisé en fait, dans l'expérience qu'on a aujourd'hui au quotidien. Ouais. C'est certainement un des gros problèmes, un de nos gros manques dans la façon dont on fait passer notre message. Mais après, pourtant, il y a quand même un énorme travail pour emmener les gens sur le terrain, que ce soit les scolaires, mais aussi le grand public. Et derrière, pourtant, ça passe pas. Comme si on n'arrivait pas à faire franchir certaines barrières, comme si on n'arrivait pas à déclencher certains passages à l'acte. En fait, le problème, c'est que d'un côté, on aurait une logique d'éducation, de connaissance, où on serait sur du temps long. Quelquefois, des gens me disent oui, les gens comme vous, on a l'impression que vous avez accès à une autre réalité, c'est extraordinaire et tout. Ils nous regardent des yeux comme ça, mais c'est pas de ça qu'on a envie. Non, on voudrait que tout le monde ait la même capacité, la même connaissance. Donc on est sur du temps long, et face à ça, on a une situation d'urgence écologique qui devient maintenant une urgence absolue, vu notamment l'état de la biodiversité, mais pas que, qui nous amène à avoir un discours très alarmiste et à vouloir passer en force avec des lois, avec des discours qui peuvent être perçus comme culpabilisants ou coercitifs, mais en même temps, à un moment donné, quand il y a le feu, tu es obligé de dire, bon écoute là maintenant ça suffit, quoi. Tu fais le 18 ou tu attrapes la lance à incendie et tu sors l'extincteur et tu y vas, quoi. Donc je pense qu'on est constamment pris au piège entre ces deux dimensions, et il aurait fallu qu'on puisse commencer à faire de l'écologie beaucoup plus tôt. Mais quand on a commencé, c'est justement quand on a compris que c'était l'urgence. À l'origine, au moins dans le cas de la biodiversité, ceux qui s'occupent de protection, c'était des gens qui au départ avaient créé des assos pour se balader, donc pour s'émerveiller, et qui se sont aperçus que bientôt il n'y aurait plus rien à voir. Et qui ont dû donc aller parler à des gens qui n'étaient pas du tout au courant de tout ça, tout de suite sur le mode de l'urgence. Parce qu'on s'est fait rattraper par la réalité. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais... Justement, il y avait eu le grand succès, c'était il y a une vingtaine d'années, de Microcosmos. On aurait pu penser que ça inspirerait les gens, que ça leur donnerait envie de comprendre, de se plonger un peu plus, d'aller contempler aussi, puis de s'intéresser aux problématiques de disparition de toutes les petites bêtes qui étaient dans Microcosmos. Et quand on voit les constats sur les chiffres de la biodiversité 20 ans plus tard, on a un peu l'impression que ce film a été fait pour rien.
un film, c'est toujours à double tranchant parce que ça reste un écran. Et même quand on fait exprès de montrer des bestioles vraiment de chez nous, parce que Microcosmos, il était principalement tourné dans l'Aveyron, je crois, le public pas du tout sensibilisé, apparemment, a du mal, malgré tout, à connecter avec la réalité. C'est pour ça que rien ne vaut le fait d'aller directement sur le terrain. Ce que nous disait Hugues la semaine dernière, hein, je ferai vous emmener sur le terrain. Moi c'est pareil, peut-être que dans le cadre de Laudato Si en acte par exemple, je vous proposerai d'aller participer au comptage d'oiseaux d'eau du 15 janvier. Ça reste abstrait, du coup ça reste un peu comme les images de tigres et de pandas au bout du monde, quoi. Et ça prend pas vraiment forme dans la réalité. En plus, bon, les insectes, malgré tout, c'est pas forcément. Il y a quelques espèces faciles à observer ou à déterminer, mais c'est pas le cas de toutes. Et puis après, c'est pas toujours facile d'agir et d'avoir surtout un mode d'action qui va porter ses fruits d'une manière très visible. On peut faire plein de choses pour la biodiversité chez soi quand on a un jardin. Quand on est purement citadin, c'est déjà plus avec des intermédiaires. On peut bien sûr aller dans une asso, mais on va pas avoir des nichoirs chez soi ou des lucanes cerfs-volants dans son propre jardin. Donc il y a à la fois la difficulté à réaliser que c'est vraiment du concret et la difficulté à trouver des actions accessibles et portant du fruit de manière visible pour soi-même, quoi. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis des citadins et de ceux qui habitent à la campagne, c'est que je ne connais pas toutes les cartographies des votes écolo ou pas, mais j'ai l'impression que c'est plus un vote urbain campagnard. Et j'ai une copine qui habite à Moulins, où j'ai habité longtemps. Elle est écologique pratiquante, mais elle vote de Villiers depuis toujours. Et elle a tous les livres de Claude Allègre. Mais toute sa vie, elle a son jardin, tu n'as pas de pesticides, elle est tout le temps à vélo, elle va tout le temps les bois, tout le temps dans les bois, mais elle est 100% écolo. Et à l'inverse, je veux dire que certains écologistes de ville, dont je fais partie sûrement, le sont moins concrètement qu'elle en fait. Alors, malgré tout, elle est un cas un peu rare, je pense, parce qu'il y a aussi des gens qui sont à la campagne et totalement fermés à l'écologie, oui. Notamment parce qu'il y a, il y a toute la question autour de l'agriculture, et notamment un des gros blocages du monde agricole vis-à-vis de l'écologie, je crois, c'est que beaucoup d'agriculteurs ont peur qu'on les contraigne à revenir à des techniques qui étaient celles de leurs grands-parents, où au sens propre, on se cassait les reins. Actuellement, d'ailleurs, c'est pas forcément mieux parce qu'au lieu de se casser les reins, ils se suicident. Donc, aucune des deux n'est sans doute la bonne solution. C'est là que des techniques à la fois modernes et écologiques comme la permaculture peuvent avoir leur mot à dire. Mais du coup, il y a tout un tas de blocages psychologiques. Mais après, c'est pas forcément facile de généraliser parce que dans des départements très ruraux comme la Vendée ou les différents départements d'Auvergne, il y a des LPO très bien structurées, très actives. Alors, il y a bien sûr une forte hostilité de certains milieux de la chasse ou de l'agriculture, mais il y a aussi un véritable ancrage en milieu rural pour ces assauts et pour les actions. Le président de la LPO Vendée, il est éleveur bovin en Marais breton. Et autour de lui, il y a tout un réseau d'agriculteurs dans une optique de bio, de circuits courts, etc. Donc, il n'y a pas une opposition complètement binaire entre écolo des villes, éventuellement non pratiquants d'ailleurs, et réalité rurale qui... voilà. Je veux savoir, est-ce que ça t'arrive, au boulot, de réussir à convaincre justement des politiques avec l'argument plutôt émerveillement que l'argument utilitariste? Et est-ce que ça t'arrive de les emmener sur le terrain justement pour réussir à les convaincre? Alors, je ne sais pas dans quelle mesure... C'est un argument que j'essaye d'utiliser, mais comme c'est pas le seul, je ne peux pas savoir quel est son poids réel. Les emmener sur le terrain, oui, sans aucun doute. Je pense malgré tout que ça joue. Je pense par exemple au travail qu'on fait avec les carriers.
Donc ça fait une bonne vingtaine d'années maintenant que les associations comme la LPO travaillent énormément avec les carriers. Pourquoi? Parce que les carrières créent des milieux, qu'on parle des carrières de roches massives ou des carrières alluvionnaires, elles créent des milieux qui imitent certains milieux naturels qui ont quasiment disparu, comme les plages de gravier type la réserve du Val d'Allier, c'est devenu une exception, et donc vont attirer une biodiversité très particulière. Et donc, comme c'est quelquefois le seul endroit où ces espèces peuvent trouver leur milieu, ça fait longtemps qu'on s'est intéressé au fait de travailler avec eux pour leur dire, vous avez, mettons, vous taillez dans un front de sable, et puis il y a des hirondelles de rivage et des guêpiers qui sont venus nicher dans le front. Donc ça serait bien qu'on trouve une solution. Et à l'origine, c'est justement parti du guêpier d'Europe. Ouais, je ne suis pas connecté, je ne vais pas pouvoir montrer. Est-ce que vous visualisez à quoi ça ressemble un guêpier? C'est un oiseau qui fait la... Est-ce qu'il est connecté là? Non, laisse. Donc c'est un oiseau qui est très coloré, il ressemble à une espèce tropicale, de fait c'est une famille tropicale, et il niche dans des terriers qui creusent dans le sable, habituellement dans les berges des rivières, mais donc souvent dans les carrières alluvionnaires. Et à mon avis, ça n'aurait pas été facile de s'ouvrir à la porte des carriers si on n'avait pas pu s'appuyer sur le fait que c'est quand même une espèce magnifique, et que le carrier, quand on lui dit on pourrait trouver des solutions pour que votre exploitation fonctionne, mais que de l'autre côté vous ayez une trentaine de ces bestioles extraordinaires qui papillonnent là, malgré tout ça lui parle. Et ça parle pas seulement en termes de je vais pouvoir faire ma pub et ça va rapporter tant, c'est quand même un être humain quoi. Et donc, de fil en aiguille, on en est arrivé à des espèces qui sont un peu plus moches, comme le dicnem. Mais là, clairement, on a utilisé ça. Après, que Dieu qui sonde les reins et les cœurs, je ne sais pas dans quelle mesure ça a été pris en compte, mais je pense que ça nous a bien aidé de pouvoir partir d'une jolie bestiole. Et après, quand on trouve des gars qui bossent sur l'exploitation, qui sont très fiers de dire qu'ils ont réussi à préserver l'espèce. Oui. Alors, je suis certainement totalement hors sujet. Je comprends votre propos sur l'émerveillement de la nature, la protection de la biodiversité, etc. Mais je suis vraiment nul. Et dans l'esprit, dans les discours des médias et des politiques, on ne parle, à mon avis, on ne parle pas de ça. On parle que du nucléaire, de la pollution et du tri des déchets. Tout à fait. Alors je trouve que là, il y a une opposition radicale entre ce que vous avez dit et, je pense, l'opinion générale. Il n'y a pas une opposition, mais c'est vrai que la crise écologique étant multiforme, il y a des domaines sur lesquels on peut jouer sur la corde de l'émerveillement, d'autres qui sont un petit peu moins... entre naturalistes, tout ce qui a trait à l'eau, au nucléaire, à la pollution, tout ça, on appelle ça classiquement l'environnement gris. On sait très bien que c'est des sujets qui sont d'une importance considérable, mais clairement, c'est pas facile de jouer là-dessus. Et c'est des sujets sur lesquels c'est vrai que la communication est plus sur le mode alarmiste, et c'est pas facile de faire autrement. Après, quand on parle de la pollution, quand on parle des pesticides, on reboucle avec la biodiversité parce que ça a un impact considérable sur la biodiversité. Quand on parle du nucléaire ou du dérèglement climatique, ça a un impact sur nos existences humaines, ici ou au bout du monde d'ailleurs. Donc oui, c'est des approches qui sont plus difficiles à médiatiser. Autrement que sur le mode de l'urgence. Mais malgré tout, je pense que la quasi-absence de la biodiversité dans le débat public sur l'écologie, c'est quelque chose de très français. Je ne saurais pas vraiment dire pourquoi, mais quand je vois ne serait-ce que le nombre d'adhérents des grandes associations en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne, chez nous, il y a un 0 de moins. Il y a
une connaissance moyenne de la biodiversité dans le public qui est plus élevée chez nos voisins européens. Il y a une habitude, par exemple en Allemagne, le frelon est protégé, le frelon européen, et il est classique de mettre un nichoir à frelons au fond du jardin. En France, on en est loin. Mais voilà, en Allemagne, ils connaissent le frelon, ils savent que si on prend certaines précautions, eh ben, il n'y a pas de raison d'être piqué, et que par ailleurs, le frelon, même s'il peut avoir un impact sur certains fruits, c'est aussi d'abord un super prédateur du jardin qui va dégommer un nombre considérable de ravageurs, et que donc s'il y a un nid de frelons au fond du jardin, eh ben, c'est autant de produits à épandre en moins, et c'est toujours ça de gagner. Donc il y a un niveau de connaissance qui permet ben voilà, de mieux dominer ça. Et chez nous, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on n'économise pas nos efforts pour faire connaître ça. Mes collègues qui bossent dans l'éducation à la nature, ils bossent avec des dizaines et des dizaines de classes tous les ans, et ça a du mal à passer. Notre histoire de l'idée du progrès, l'industrialisation. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment différent chez nous par rapport à l'Angleterre et l'Allemagne? Est-ce que vraiment on diffère de l'Allemagne de ce point de vue-là? Possible, hein, tout à fait possible qu'il y ait des choses qui se jouent à ce niveau-là. Mais, Quand tu parlais de l'émerveillement comme porte d'entrée pour venir, la contemplation pour venir, je vais dire, dans la lutte écologique, si je résume, est-ce qu'on sait l'impact des différents festivals de photos et de films naturalistes comme celui de Ménigout, qui est quand même relayé dans les médias généralistes, qui attire énormément de monde, celui du terre, est-ce que ça a des impacts? Parce que les gens viennent uniquement par la beauté de l'art, par le monde de l'art, par la beauté de l'art. Alors là, je ne sais pas trop comment on pourrait l'évaluer, mais certainement ça peut jouer, même si c'est vrai que c'est un festival qui va plutôt attirer des gens qui sont déjà un peu initiés. On a des cas de gens qui sont des photographes animaliers qui en même temps sont des gougnafiers qui n'hésitent pas à déranger les espèces pour faire une belle photo. Et à l'inverse, des gens, tu vois tout de suite de qui je parlais à la FP Rhône, qui sont venus à la protection de la nature par la photo, qui se sont mis à faire des belles photos à Mirabel Jonage, et puis petit à petit à se dire que c'était quand même mieux de connaître le nom de toutes ces bestioles, et qui maintenant... pour l'un d'entre eux même anime des sorties d'observation. Donc oui, c'est une porte possible. Mais alors, évaluer, c'est une rencontre personnelle. Une autre question en lien avec la première, au niveau de l'Église. Est-ce que tu penses que justement on a, avec la porte d'entrée qu'on a dans la Bible et toutes les réflexions qu'on peut avoir, et la porte d'entrée un peu de la théologie pour certains milieux qui ne sont pas forcément écologiques mais plus en théologie, est-ce que tu penses que l'émerveillement et la contemplation et donc la réflexion sur le sens de tout ça que tu as un peu expliqué peuvent amener les gens à la dimension protection de la nature? Est-ce que ça peut, oui. Alors après, ça risque de ne pas concerner grand monde si on réfléchit dans une optique de mobilisation face aux défis écologiques. Ça peut être une porte d'entrée, mais après, en quelque sorte, il ne faut pas rester bloqué au stade de contemplation, ce qui peut arriver aussi. On vit dans une espèce de bulle béate en croyant que tout ça est éternel. C'est ce qu'ont fait les naturalistes pendant bien pas 20 ans, avant de comprendre que non, il fallait aussi agir. Et dans certains cas, en Église, on se heurte aussi à ce genre de comportement, quoi. Ça ne se traduit pas par une volonté d'agir ici, maintenant, et d'une action à la hauteur de l'urgence. Ça pourrait être intéressant de proposer le type de prestation faite à la FAPNA dans les grandes sessions comme le chemin neuf Haute-Ronde, Paris-Moignal, où ils sont quand même, le chemin neuf peut-être loin, mais les manuels ils posent beaucoup toutes les questions d'écologie depuis quelques années. Enfin, je me dis, on va fréquenter plein de milieux d'églises différents pendant plusieurs années, j'ai jamais rien vu, même chez les jésuites sur le front,
il y en a beaucoup qui sont concernés par cette dimension écologique, mais des moments où dans une session il y a vraiment un truc d'émerveillement où on peut les prenez de la nature, c'est beau, ça arrive souvent, mais où on nous explique des choses, je n'ai jamais. Et oui, c'est. Alors là, pour les dernières ou les avant-dernières, je ne sais plus, Assise chrétienne de l'écologie, la FRAPNA, les deux dernières, la FRAPNA et la LPO aussi, ou seulement la FRAPNA avait proposé des sorties. La précédente c'était la LPO et la FRAPNA, je crois. Ouais, voilà. Donc il y a déjà ça. Moi, pour la LPO Rhône, j'avais essayé de nouer des liens avec le Châtelard, Jésus du Châtelard, parce que bon, ils ont un parc avec des vieux chênes où même on peut espérer une biodiversité assez remarquable. Ça n'avait pas pu se concrétiser, mais autant de notre faute que de la leur, même plus de la nôtre, quand on n'avait pas le temps et les moyens. Voilà, quoi, pour qu'on puisse mobiliser, il faut qu'on ait des bénévoles à mobiliser ou alors des financements pour mobiliser des animateurs salariés, malheureusement. Et comme vous le savez, notamment en Alpes-Auvergne en ce moment, les moyens, c'est... on ne peut pas toujours être présent partout où on le pourrait. C'est une chose aussi à laquelle on va certainement réfléchir à la délégation diocésaine pour l'écologie, qui a été créée ces dernières semaines. Proposer ce genre de choses, puisqu'on commence maintenant à être une bonne petite équipe de naturalistes dans cette équipe, dans cette déléguée. Donc oui, ça fait complètement partie des choses à mettre en place. C'est peut-être une question de vie, j'en sais rien. Pourquoi est-ce qu'il existe un parti politique écologiste alors que ça devrait concerner tous les partis politiques, donc il n'y a pas forcément besoin de... on peut juste comprendre qu'il y a des vrais enjeux importants et qu'il faut faire attention à la nature, etc., sans en faire un parti politique, et que ça devrait concerner tous les autres partis politiques. Éternelle question. Au départ, trop peu de gens étaient conscients du problème pour que vraiment tous les partis s'en emparent. Et donc c'est comme ça que les différents partis sont nés. Après, en France, il y a eu un chemin un peu particulier avec un parti qui a réuni aussi bien vraiment des gens désireux de faire de l'écologie que des familles issues de l'extrême gauche, donc sans porter de jugement là-dessus. Mais du coup, ça a ancré le parti d'un côté et ça a cristallisé des oppositions, en fin de compte, assez ineptes, quoi. Ça a fait passer le débat du terrain scientifique où il aurait dû rester au moment des arbitrages, disons le terrain donc apolitique, au terrain partisan et idéologique, comme si ça relevait de l'idéologie de dire qu'une espèce disparaît ou pas. Non, ça se calcule ou pas. En Allemagne, je crois que les Grünen sont sensiblement plus, entre guillemets, apolitiques, plus présents comme force, comme caillou dans la chaussure, quoi, pour dire vous ne pouvez pas oublier le sujet. Et du coup, ça les rend assez influents. Malgré tout, maintenant, à peu près tous les partis essayent de l'intégrer dans leur programme, mais alors avec malgré tout des prismes très... ça reste secondaire. Oui, ça devrait pas être comme ça. Effectivement, tout le monde devrait s'emparer de certains enjeux, parce que quand on a un cancer pour cause de pesticides, le cancer ne regarde pas si on est de droite ou de gauche. Moi, fondamentalement, vous avez bien pointé le simple sur la même chose. Le fait qu'il y ait une vision utilitariste de la société et de l'économie, ça change radicalement la chose. C'est-à-dire que si on porte un regard sur la beauté de la nature, sur cette dimension spirituelle, ça change radicalement la chose. Et là, on n'est pas tout à fait dans un système capitaliste, entre guillemets. Je ne veux pas être politique. Là, je ne veux pas être politique. Je dis, ce qui est, c'est pas tout à fait le système économique dans lequel nous vivons, qui est, lui, axé sur l'idée d'accumulation, d'un progrès industriel, d'un toujours plus, quoi. Oui, d'où l'appel du pape à sortir de ce fonctionnement-là
le fait qu'il considère que la sortie de ce paradigme soit indispensable pour véritablement faire de l'écologie, ce qu'il appelle l'écologie intégrale, mais peu importe, faire de l'écologie de manière digne de l'ampleur des problèmes. Et c'est pour ça qu'il emploie, et que j'ai repris le terme de conversion. C'est la République écologique. Voilà, après ils sont, et c'est toute la République qui... Alors ça sera, c'est quelque chose où on peut dire qu'on anticipe peut-être sur la 3e séance. Ça fera, parce que comment traduire ça au niveau politique, justement, ça fait partie des enjeux qu'on traitera le 9 novembre avec Dominique Bourg, des questions qu'on lui posera. Moi je voudrais savoir s'il y a une limite à l'écologie, parce que franchement j'ai un exemple en tête, c'est que dans les Pyrénées par exemple il y a des ours et ils sont tous morts et du coup ils ont remplacé par des ours de Slovéquie, je crois, comme ça. Et du coup est-ce que ça a vraiment un intérêt de faire ce genre de choses, de remplacer une espèce par une autre dans un milieu qui n'est pas forcément sien, même si c'est quand même des ours alors d'abord ils n'étaient pas tous morts. La population était réduite au point qu'elle était plus viable sans être renforcée. Et ensuite, c'est la même espèce avec la même écologie et le milieu était apte à les accueillir. Sans ça, jamais on ne fait de réintroduction. Aucune réintroduction ou renforcement de population à des fins de protection ne se fait sans s'être assuré que le milieu est capable de porter l'espèce. Sinon, c'est évident que ça n'a pas de sens. Ça devient, c'est comme les relâchés de faisans dorés par les chasseurs. Voilà, on fout à la limite une espèce exotique et on s'en fout qu'elle ne survive pas. Donc, le sens, il est là. C'est-à-dire qu'on remet une espèce parce que le milieu est là, c'est-à-dire elle devrait y être, mais l'état de la population tel que l'homme l'a endommagée ou détruite, fait qu'elle n'y est plus. C'est-à-dire que si on n'avait aucun problème de connexion écologique, l'ours aurait repeuplé spontanément. D'ailleurs, c'est ce qui s'est produit pour le loup. Le loup, il n'a pas été réintroduit en France. Il a recolonisé progressivement à partir de l'Italie, et comme c'est une espèce qui a une capacité de déplacement qui est considérable, et petit à petit, il s'installe, d'effectifs souvent très faibles, mais il se réinstalle dans les différents massifs montagneux. Théoriquement, l'ours, s'il n'y avait pas ces barrières, aurait pu recoloniser de Slovénie jusqu'à chez nous, parce que les Pyrénées sont capables de l'accueillir. Même chose pour les vautours qu'on a relâchés dans les Alpes. Les populations de vautours d'Europe n'ont pas le dynamisme, n'ont pas la capacité à diffuser au point de recoloniser les Alpes spontanément, mais à partir du moment où on les y a remis, alors qu'ils avaient été retirés à coups de fusil, si on les remet tout aussi artificiellement qu'on les a retirés, ils peuvent vivre. Et c'est ce qui donne sens à cette réintroduction. Sans ça, ça n'en aurait aucun, mais dans ce cas-là, on ne le ferait pas. Il y a d'ailleurs beaucoup d'espèces dont on aimerait bien renforcer les populations, mais on ne le fait pas parce que même un petit dopage de population, ça ne marcherait pas parce que le milieu est trop dégradé. Donc, de toute façon, la protection de la biodiversité, dans 99,9% des cas, ça consiste à travailler sur le milieu, justement pour l'améliorer de telle sorte que l'espèce puisse se refaire la cerise toute seule. Plus d'autres questions, a priori? Après, le loup, il a une capacité à se réadapter très rapide. Et on réintroduit, il y aurait une deuxième étape où on dose plus ou moins artificiellement sa présence. Et parfois, il redevient prédateur très vite. C'est un prédateur opportuniste. Il recolonise spontanément. En Italie, en Espagne, il n'a jamais disparu. Et il recolonise surtout les territoires où la pression humaine ou la présence humaine a diminué. Après, oui, il y a des conflits quand il se met à cartonner des animaux d'élevage. D'où la nécessité, comme ils le font d'ailleurs dans les pays où il n'a jamais disparu, d'un certain nombre de protections. Mais
c'est pas qu'il change son comportement, c'est qu'il a la capacité à être très adaptable. Et je ne serais pas surpris qu'il soit présent dans des départements où il passe complètement inaperçu. Je ne serais pas du tout surpris qu'un de ces quatre, on s'aperçoive qu'il est par exemple en Haute-Saône, ou dans des territoires où il n'y a pas de moutons, où il y a d'immenses forêts, des très faibles présences humaines, et où là, s'il se met à cartonner comme il le fait habituellement des renards et des chevreuils, on mettra du temps avant de s'apercevoir de sa présence. Et si on a 3-4 loups en Haute-Saône, ils peuvent vivre leur vie pendant un bon moment, sans qu'on s'en rende compte. Pendant un certain nombre d'années, il y a un lynx qui a traîné ses guêtres dans le Rhône. Quelquefois, on n'avait plus de nouvelles de lui pendant 3 ans. Et boum, il repassait devant un piège photo, vous voyez. Bon, pourquoi ? Il a dû manger de temps en temps un jeune chevreuil, quelques lapins, quelques machins, dans la discrétion la plus complète. Donc, les animaux domestiques, c'est pris qu'en dernier recours, parce que c'est pas forcément le plus facile d'accès, déjà c'est les gros animaux. Donc voilà, l'adaptation elle se fait en priorité dans ce sens, sur les ressources sauvages. Et s'il n'y a plus de questions, il reste à vous remercier et à vous donner rendez-vous le 9 novembre pour les aspects politiques de l'écologie avec Dominique Bourg.